monde, c'est JP et de Memento Mori Webzine. Aujourd'hui, on reçoit Rachid Tipibom Hall Trapelsi qui va nous parler de ses différentes activités. Salut mon Rachid. Salut, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Bah, je t'en prie, salut Aimé. Salut, salut. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, ça va bien. Et toi? Eh bah écoute, pour l'instant, ça va. Normalement, ça devrait censé bien se passer, on espère. Parce que, alors pour la petite histoire, on est quand même bien maudit avec Rachid. À chaque fois qu'on essaie de faire des interviews, on se retrouve toujours avec un bug informatique. Donc on espère que ce soir, on croise les doigts très très fort pour que ça fonctionne. Rachid, on a décidé effectivement donc de t'inviter dans Memento Mori, l'émission qui parle du métal, mais pas que, parce que c'est quelque chose qui te concerne justement. On te connaît principalement dans ton activité de musicien, en tant que batteur, Mhm. dans Corrosive Element, dans Moonskin, dans Conviction. Là, il y a peu de temps, tu es passé faire un petit coup d'intérim chez le Comerte aussi. Chaque fois qu'on a besoin d'un batteur de session dans ton coin, tu es le nom qui sort du chapeau. Donc c'est quand même toujours. Oui, j'ai oublié Eviction aussi, qu'on n'oublie pas Eviction qui est le dernier truc aussi. Enfin, bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais à côté de ça, tu as aussi cette étiquette donc de, comment on peut dire, podcasteur, youtubeur, Podcasteur, ça me va bien, youtubeur, pas podcasteur. vraiment. Ouais. Ah, podcast sur YouTube. Voilà. Un petit Donc, peu, voilà. par le biais de ton émission Tipeee and Friend, donc, que tu as mis en place l'année dernière. J'avais eu Mhm. l'honneur d'être le tout premier invité et c'était super cool. Tu as reçu un paquet de gens depuis. Tu as combien d'émissions là? Une trentaine facile? 31 émissions, 31 épisodes. Et puis j'ai enregistré Non, c'était 30. J'ai fait le 31e hier, en fait. Voilà, c'est pour ça Ok. que je suis un peu. Non, mais on va dire je- à 30, on va annuler celle de Ouais, Bob. on va dire une Donc, trentaine, voilà. voilà. Et dis-moi, il n'y avait pas un artiste international anglophone là, qui devait passer auprès de toi là? Alors, c'est passé, c'était donc ma dernière invitée, c'est Lucy de Metal is the Law, une émission de radio allemande, mais anglophone, hein. Et ça faisait un moment que je voulais interviewer Lucy parce qu'elle est très active dans l'underground. Elle aide beaucoup les groupes émergents, les groupes en devenir, et quelle que soit leur origine. Donc, ça me tenait à cœur de l'inviter. C'est pour ça que j'avais fait un petit teasing en disant attention, le prochain épisode sera en anglais. Et comme elle vit en Allemagne, mais elle est à moitié portugaise, à moitié brésilienne, donc il y avait les autres drapeaux avec. Comme ça, on a bien D'accord. brouillé les cartes. Tout le monde a commencé à dire Andreas Kisser. Qu'est-ce que Je j'ai pensais à eu Kamala, aussi? moi. Ah, bah, ouais, mais bon, Kamala, il y a déjà eu. Et puis il n'y aurait pas eu le drapeau allemand, pour le coup. C'est ça. Et Kamala, bah, c'est des potes, je pense que je les rappellerai. Mais ce n'était pas le cas cette fois-ci. Il faut faire tourner un petit peu et donner la parole à d'autres personnes. Et ça ne, enfin, il n'y a pas un peu de trac de devoir mener une interview. Enfin, tes podcasts sont quand même assez longs, donc c'est vraiment tenir une conversation comme ça en anglais Oui. sur un si longtemps, ou tu es peut-être à l'aise avec l'anglais justement? Alors, j'étais à l'aise et j'ai un peu perdu parce que j'ai un peu moins l'occasion de pratiquer. Donc, ouais, quand il y a moyen de faire des interviews en anglais, je saute sur l'occasion un petit peu pour pratiquer. Le track, non, parce qu'en fait, c'est le même principe que ce soit en anglais ou en français, c'est que c'est une discussion, c'est pas une interview classique. J'y tiens beaucoup parce que c'est un peu le format que j'ai choisi. Et puis, le but aussi de ce podcast, c'est pas forcément d'avoir entre guillemets des stars, c'est surtout porter un coup de projecteur à des acteurs de la scène, qu'ils soient en France ou ailleurs, et qu'on puisse parler de leur parcours, de leur vie, comment ils en sont venus à faire l'activité qui nous intéresse, c'est-à-dire quelque chose qui a trait au métal au sens large. Et donc, c'est plutôt, pour moi, c'est plus sympa de faire ça sous forme de discussion, à l'aise, quoi, décontracté, à la bonne franquette.
Ouais. D'accord, Et nous, pour, on fait tout l'inverse, hein, c'est-à-dire que dès qu'on entend faut parler anglais, oh, ouais, oh, j'avoue que on a toujours le réflexe dans un premier temps de se faire. Bon, il va y avoir la traduction, si on comprend pas forcément bien. Enfin, c'est vrai qu'on s'était Ouais, posé la question tout. je comprends, hein, je comprends. En fait, moi, j'ai commencé un petit peu à être dans le fanzina, tout le milieu underground. C'était il y a bientôt 20 ans, lorsque j'ai eu l'occasion de rentrer chez les Acteurs de l'Ombre, à l'époque où c'était un webzine. Et mon premier job, entre guillemets, ma première mission, c'était de traduire les interviews de l'anglais vers le français à l'écrit. Ça a duré 2 semaines. Ensuite, il y a eu besoin de faire une interview et c'était un artiste anglophone et surtout, c'était un groupe dont je suis hyper fan. Et je ne sais pas pourquoi personne n'était dispo, mais en tout cas, c'était bien pour moi. C'était Obituary. Et pour le coup, ça m'a vraiment mis dans le bain. Faire une interview filmée en plus, première fois. Donc, gros stress, mais au final, j'ai adoré. Puis voilà, on y est encore pratiquement 20 ans plus tard, où dès que j'ai Ça a ouvert l'occasion de la, faire ce genre de choses, c'est cool. ça t'a ouvert la vocation, effectivement, et tu as toujours eu cette fibre, effectivement, de rôler parfois entre différents batteurs. Enfin, tu es très actif aussi, par le biais parfois des concerts à droite à gauche. La ville dans laquelle tu vis est une ville aussi qui fait beaucoup pour la culture. Donc, c'est vrai que très souvent, on te retrouve effectivement à faire tout ça. Et c'est vrai que, ouais, bah oui, là, dans ces cas-là, quand tu t'en retrouves face à un obituary, tu fais pas non, pas envie. Enfin, tu peux. Mais bon. C'est un super souvenir, surtout qu'Obituary, enfin, j'ai interviewé Trevor Perez, le guitariste Ouais. rythmique et compositeur principal. Et je sais pas hein, s'il est vraiment si physionomiste que ça, mais on a eu l'occasion de se recroiser quelques fois et à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Alors, soit c'est parce que je suis au McDo au même moment qu'eux et du coup, il passe, il me fait: «Ouais, tu me dis quelque chose mec, j'espère que tu es là pour le concert». Ou se capter juste avant le concert et il vient me dire: «Ouais, comment ça va et tout». Ou carrément, alors là, c'était hallucinant, j'étais au premier rang à un concert d'Obituary et le hasard a fait que j'étais juste devant lui, hein, c'était pas calculé. Et en fait, à la fin du concert, il vient, il check avec moi. En fait, il me donne un Mediator et je suis en mode: «Mais j'ai même pas demandé mec, merci». Mais non, je suis batteur, Et moi, j'en veux pas de ton truc. ouais, j'en ai rien à foutre de ton Mediator là, j'ai pas de gratte moi. Mais pour dire que, bah, c'est quand même gratifiant parce que ça donne, déjà ça permet de tisser des liens avec des artistes qu'on admire. Ça permet d'avoir, des anecdotes à raconter comme ça pour, d'autres interviews. Et puis bon, ça fait plaisir aussi à la même personne que moi, mais adolescente, qui aurait jamais cru vivre ce genre de choses. Et du coup, je le fais aussi pour moi, mais avec du retard. Je sais pas si C'est on arrive à comprendre ma philosophie, mais c'est un peu c'est pas ça. trop, c'est pas trop compliqué justement de réussir à trouver le bon compromis entre le Rachid qui a 14-15 ans et qui est super fan d'Obituary et d'avoir l'objectivité du journaliste du coup? Alors déjà, je suis pas journaliste et puis surtout, j'ai toujours Non, mais 14-15 ans dans ma tête. moi c'est physiquement, donc tu vois. On dit que le métal et la musique, ça conserve, mais moi, c'est surtout l'état d'esprit que ça a conservé. C'est toujours la même curiosité, toujours le même intérêt pour l'art et la musique. C'est même plus de l'intérêt, c'est de l'obsession hein, à ce niveau-là. Et oui, c'est important pour moi de garder ça et pas faire le mec blasé. J'ai tout vu, j'ai tout fait, surtout que c'est pas vrai. Et quand bien même, c'est pas l'idée, hein. L'idée, on vit qu'une fois, il faut profiter de la vie, hein. Ouais, mais du coup, ton dosage de pas non plus tomber, tu sais, dans le fanboy absolu qui va, enfin voilà, c'est ça en fait, c'est ce truc-là de se dire, Voilà, bah, voilà, ça, ce c'est dosage. avec le temps et l'expérience, tu arrives à faire un petit peu à avoir un équilibre parce que, faire une interview en faisant le mec blasé qui fait ça pour le taf, ben, c'est pas agréable pour la personne en face. Non.
Et puis surtout, voilà, c'est un équilibre. Il faut que ce soit, comment dire, il faut que ce soit intéressant pour les deux parties. Il faut que ce soit bien fait parce qu'on n'est pas là pour faire perdre du temps aux autres et non pas en perdre non plus. Donc tout Surtout que ça c'est super est chronométré pour certains, quoi. C'est vraiment très. c'est clair. Et puis parfois on arrive, il y a déjà eu 4 ou 5 interviews, donc c'est difficile pour eux de se Parler remettre dans du dans nouvel album, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon. ouais, bah, c'est ça. Donc ça, avec le temps, ça se et encore une fois, hein, moi je suis pas du genre à faire des interviews très académiques. Déjà parce que j'ai pas une formation, hein, c'est pas du tout mon corps de métier et puis c'est juste une vocation et puis voilà comment je l'envisage. C'est vraiment des échanges. Bien sûr, il y a quelques questions qu'il faut poser, hein, c'est important. Et je trouve que c'est difficile aussi de se réinventer, de trouver des questions nouvelles, des questions pertinentes. Donc voilà, Bah, surtout quand on on va voir interviewe ce que déjà vous allez me plusieurs fois la même proposer du personne. coup. Ah, Oui, oui, quand tu interviews plusieurs fois la même personne, bah, tu sais que, enfin, c'est compliqué parce que si c'est en plus dans un autre cadre pour une autre plateforme, ben, tu es quand même obligé de reposer certaines questions. mmh. Donc c'est un équilibre encore une fois et faut pas être chiant quoi. Qui est-ce que tu rêverais de recevoir dans tes papotages, podcasts, ou en interview? Qui tu rêverais de recevoir et qui en même temps, ben, te foutrait les chocottes, comme c'est pas permis? Ah bah, si on peut rêver, ben, je dirais Bruce Dickinson, mais là je pense que ça va être très compliqué de rester, de garder le calme et et de pas être Eh bah, ça tombe intimidé. bien, Bruce, tu peux venir si Oui, oui, Bruce Dickinson par exemple, je pense que je serais très intimidé. À l'époque aussi, ça avait été possible d'interviewer Lemmy, ça aurait été compliqué de comprendre le monsieur. Mais ouais, ça aurait été un super honneur pour moi. Après, c'est un bonus pour moi je veux dire, de faire des interviews, c'est quelque chose qui en plus, déjà tout ce que la musique m'a apporté, c'est déjà énorme et le fait de pouvoir rencontrer de temps en temps des personnes qu'on a admirées, c'est vraiment un bonus, et je suis vraiment reconnaissant, à l'univers pour ça, quoi. Est-ce qu'on change son regard justement quand on croise, tu vois, tu parlais que tu avais, ben, interviewé Obituary, mais que tu les as retrouvés par la suite plusieurs fois et qu'à chaque fois il s'est toujours passé un petit quelque chose. Est-ce que finalement après ton regard change, ton côté peut-être fanboy est peut-être un petit peu moins. Enfin, tu te dis oui, tu as de la chance, mais en même temps, enfin, pas un côté blasé, mais un côté bon, ben voilà, ça Ouais, devient quelque chose de naturel, OK, ou pas? en Ou ça fait, reste en toujours waouh, super. ça fait toujours plaisir, que ce soit en interview ou bien par l'intermédiaire d'un des groupes de faire la première partie d'artistes qu'on admire, c'est toujours super. Par contre, on peut être très déçu par certaines personnes. Je crois que c'est Mike Amott de Arch Enemy qui disait, on idéalise les personnes, mais au final, c'est des gens comme vous et moi avec leurs défauts et on peut tomber sur une mauvaise journée où ça peut être juste c'est des ça. cons Oui, aussi. et ça, on peut pas le savoir à l'avance et c'est bien, hein, tout le côté un peu glamour du truc, mais en vrai, c'est sûr qu'on tombe des fois sur des personnes, infectes. Bah, Faut pas il se suffit faut qu'ils aient déjà 35 jours de date, qu'ils soient un peu crevés, puis on a des jours avec et des jours sans, hein, et manque de il y a bol, bah, ça, il y a on aussi des personnes qui sont vraiment, qu'on pas possibles à à supporter, quoi, c'est genre le batteur de Slave One, enfin, bon, enfin, bref, quoi. ah oui, mais non, lui, c'est un cas pathologique, là, à ce niveau-là, hein. Le mec se le mec se montre en caleçon dans les podcasts. Enfin, c'est quoi ces gens-là? Non, mais ça, c'était bien, ça m'a attiré, quelques quelques vues en plus. Ah, mais des pervers fétichistes, qu'est-ce que tu Ah, bah, écoute, tout est bon à prendre, hein.
On peut monter nos L'histoire, pieds, hein, pour les fétichistes des pieds. c'est non. vrai. Alors Alors, moi, avec ma je, souplesse je- d'hérisson je mort, fais si une là petite, j'essaye. je fais une petite pause parce que ça coupe beaucoup quand vous me posez les questions. Je ne sais pas si c'est chez moi que ça merde. Ah, Des fois, peut-être que je vous demanderai de répéter. vous pouvez répéter la question? Il est sourd. Hein, quoi, L'histoire tu du coup Qu'est-ce t'es qu'il a de dit? l'histoire de la jeunesse de Tipeee and Friend. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça fait quand même un paquet d'années que tu es sur la scène musicale, que tu avais envie de revenir un petit peu sur ces amours-là. C'est venu du coup post-Covid ou c'était déjà quelque chose que tu avais en tête et que tu t'es dit là maintenant c'est le bon moment, j'ai envie de le faire? Alors, ça s'est fait en 2 temps. La première chose, c'est que effectivement, avec le Covid, il y a pas mal de podcasts qui sont apparus. Et je me suis mis à en écouter vraiment beaucoup. Surtout le trajet pour aller au taf, qui peut être assez long. Mmh. Je trouvais les podcasts, je trouvais que c'était la durée parfaite pour accompagner les voyages. Et donc, j'en consommais pas mal. Donc ça, c'est la première des choses. Et en second plan, donc par rapport à Musico High, on préparait un numéro spécial, on faisait en tout cas, Musico High fait des numéros papier ou juste en numérique, des numéros qui accompagnent des événements spécifiques. Donc là, en l'occurrence, c'était pour le Mency Metal Fest et c'était pour les 10 ans, je crois, où il y avait un anniversaire en tout cas et qu'il fallait absolument faire un numéro un peu spécial. Donc, il y a eu besoin de faire une interview pour une des têtes d'affiche qui était donc Napalm Death, groupe dont je suis très très fan. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une interview écrite, hein, c'est un fichier Word qu'on envoie par mail, et c'était juste avant les vacances. Bon, pas de réponse de Napalm Death, donc dans l'équipe, on s'est dit, bon ben c'est mort, il va falloir qu'on fasse d'autres interviews, on va étoffer le numéro comme on peut, pas de problème. Il se trouve que pendant mes vacances, on a reçu une réponse et c'était du style Barnet est disponible demain à 16h par Skype. Tu prends ou tu prends pas? Donc ça m'a bon, je me suis organisé avec la famille, avec les potes chez qui on était. Je me suis mis à l'écart pendant 1 heure. J'ai préparé vite fait mon interview. Et en fait, avec Skype, du coup, j'ai enregistré en vidéo. J'ai pu retranscrire par la suite tout à l'écrit et traduire en français derrière. Parce qu'il faut le comprendre le Barnet. Et ensuite, pendant que je faisais ça, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est pas mal ce système d'enregistrer. On entend quand même d'une manière assez correcte. Et puis, qu'est-ce que tu en penses de le faire à ton échelle avec toutes les personnes que tu croises dans le milieu? Il y a moyen de mettre un coup de projecteur sur pas mal de monde qui le méritent, qui ne sont pas forcément connus. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer. Et je me suis laissé 3-4 mois de réflexion là-dessus. C'est-à-dire que l'idée était là. Donc voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Est-ce que tu vas avoir le temps? Quelle fréquence tu vas donner à ton émission? Comment ça se passe d'héberger un podcast? Comment tu fais pour que ce soit sur les plateformes? Enfin, il y a plein de recherches à mener. Quel modèle tu veux prendre? Est-ce que tu es sûr de vouloir faire un truc long? Parce que Ouais. là, la mode, c'est plutôt quelques secondes, hein. Mais bon, je commence à être vieux et les trucs de quelques secondes, moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, têtu, je vais rester sur du 1 heure et plus. Et puis, je t'ai contacté pour être la première personne interviewée. Tu as été le bêta-testeur. C'est ça. C'est ça. Le Et malade c'est pas. super cool. Et je te remercie encore pour ça, hein, parce que c'est Mais pas c'était gagné que super ça se passe cool. bien. Et clairement, enfin, moi, je sais que c'est le genre de truc où je me suis dit, c'est vrai que c'est hyper intéressant en fait, parce on parle naturellement. Et c'est vrai Mmh. que nous deux, à chaque fois, quand on arrive à se croiser pour de vrai, on part sur des heures et des heures de discussion de tout et de C'est n'importe quoi. clair.
Donc, et c'est vrai que ouais, voilà, c'était super, super agréable. Et c'est vrai que mine de rien, donc oui, c'est ça, la première émission, c'était début 2023. Ouais, c'est ça. Et donc, tu es On déjà une l'a, on l'a. trentaine. Ouais, ben, en gros, au départ, j'en faisais une par semaine. C'est ça, hein, parce que 30 émissions C'est en ça. 12 mois, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Bon, j'ai eu des phases pas de burn-out, mais des phases où je pouvais pas. J'étais, j'étais KO, j'avais pas envie d'allumer le PC. Mais on développe un truc, on en parlait d'ailleurs, c'est pas dans le podcast, mais on en parlait avec Lucy, ma dernière invitée, parce qu'elle aussi faisait des interviews. Mhm. Et elle aussi est passée par cette phase où elle faisait ça en hebdomadaire. Et en fait, on développe c'est comme si on devait quelque chose à ses auditeurs, même s'il y en a 2. Ouais, bah Tu te dis, ah, mais je peux pas les laisser tomber, il faut que je fasse un truc. Et en fait, quand on sort pas l'épisode, bah, tu sais pourquoi tu l'as pas fait. C'est parce que clairement, tu n'es pas en forme pour le faire. Mais d'un autre côté, tu te sens pas bien parce que tu te dis, c'est vrai que j'ai pas une audience de malade, mais il y a quand même des personnes qui sont là, qui soutiennent. ouais. Ne serait-ce que par un partage, par un message, ouais, elle est super l'émission, j'ai passé un super moment. Et je me suis rendu compte, il y en a carrément qui me disaient, quand je disais que je décalais de quelques jours la prochaine émission, c'était gentil, mais on me disait, ouais, bah tu fais chier parce que moi, ça tombait pile poil au bon moment pour moi. C'est pendant 1 heure de taf où j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai besoin d'écouter un truc qui me détend. Et en fait, au fur et à mesure, on se dit, ben, j'ai Ça laissé devient, tomber ces personnes et ça devient plus forcément, du coup, après, à partir de là, ton podcast. Ça devient le podcast des gens, en fait. c'est ça, Et c'est c'est vrai ça. que je peux comprendre, effectivement, les gens qui ont ce besoin parfois de se justifier en disant, bon, bah, demain, pas d'émission radio. Alors, évidemment, ça coûte au début, on voit le truc, on se dit, oui, bah, oui, si tu veux. Mais oui, effectivement, à partir du moment où on a ce côté à rendez-vous à faire, Mhm. c'est vrai comme tu dis, même si c'est 2 personnes, si c'est 100 personnes ou si c'est 1000, on se trouve obligé de dire, bah, désolé, là, ce coup-ci, plus, quoi. Donc, Bah oui. Puis l'une des personnes qui m'avait motivé à faire ça, c'est Sylvain Bégaud avec Dans le secret des dieux, super podcast. Et en fait, là, après presque 5 ans, il sature un petit peu. Là, il a fait une annonce où il allait réduire et que ça allait être de temps en temps. Ça sera pas. Lui, c'est carrément hebdomadaire depuis 4-5 ans. Donc, je ouais. peux comprendre que c'est pas de la lassitude, mais bon, à un moment, on a envie de faire Ça autre devient un chose dans la deuxième vie, taf. quoi. On arrive à se C'est ça. renouveler comme ça, justement, quand on fait de manière très régulière. Vous parlez justement des interviews où, pour trouver des questions parfois un peu pertinentes, un peu, qui changent un petit peu de l'ordinaire, voilà, ça demande aussi pas mal de taf, ça demande. C'est ça. Il y a un peu de taf là-dessus. Après, c'est pas, c'est pas trop grave en soi parce que les discussions, c'est des discussions, c'est pas toujours que des questions. On lance Oui, je suis toujours de la même façon, présentation, machin, comment tu as commencé ci, comment tu as commencé ça, mais après la personne, elle se lance d'elle-même et après, justement, moi, ce que j'aime faire, c'est je lance et après, je rebondis par rapport à Ouais. ce qu'on me dit, à ce qu'on me raconte et c'est là que j'ai de l'inspiration pour aller chercher d'autres questions. Mm. C'est vraiment interactif, plutôt qu'un truc écrit. Bon, ouais, je vais lui dire ça. Bien sûr, il y a quelques questions qu'il faut poser. Je pense notamment au tout début quand j'ai lancé le podcast. J'ai mes potes du festival In Your Fest qui m'ont demandé, ils m'ont dit, tu lances ton truc, nous on a besoin de promo. Qu'est-ce que tu dirais d'interviewer tous les groupes qui vont passer sur notre édition 2023? Eh ben, j'ai dit, ok, super. Et en fait, dans le cahier de charge, il y avait quand même 2-3 questions qu'il fallait poser parce que ça concernait ce fest. Et c'était un partenariat. Donc, Ouais. forcément, il y avait un petit côté répétitif là-dessus, mais les personnes répondaient toujours des choses différentes. Donc, au final, ça se voit moins. Et puis, c'est dans une optique de présenter un festival. Puis c'est un gimmick aussi parfois sur certaines émissions, hein. Il y a des émissions qui ont des gimmicks où on sait qu'il y a des questions fleuves qui reviennent régulièrement Oui, bien là-dessus. sûr. Voilà, quoi. Ouais.
Au niveau de ton planning, parce que là, effectivement, donc l'année 2023, pour toi, en tant que musicien, était quand même relativement chargée, parce que tu as enregistré quand même pas mal de trucs et tu as fait quand même pas mal de dates. L'année Oui. 2024, elle commence pas mal aussi, avec là, donc vous avez annoncé, ça y est, la finalité là, de l'album de Corrosive Element. Oui. Voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Est-ce que c'est pas trop difficile de naviguer dans cette schizophrénie artistique? C'est beaucoup d'organisation. Alors, en vrai, je suis pas quelqu'un de super organisé, hein, c'est le contraire plutôt. Je suis plutôt habitué à naviguer dans le chaos. C'est une forme Je navigue d'organisation. à vue et j'improvise beaucoup. Mais en vrai, d'ailleurs, j'ai dû faire un choix en début d'année, d'arrêter Måneskin, parce que j'avais lancé le groupe et c'est vrai qu'on a sorti l'album juste avant le covid et on n'a jamais retrouvé, la même Ouais. dynamique. Ça a été toujours très compliqué d'avancer. De tous mes groupes, c'est celui qui a eu des difficultés à se remettre. Je parle des groupes, qui répètent Régulier, régulièrement, ouais. qui ont un objectif d'enregistrer un second album et tout. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me rendre à l'évidence que, en tout cas, les membres ont été assez surpris, mais en fait, j'ai dû faire un gros travail de recul et faire un truc très cartésien. Un peu une Qu'est-ce liste, qui en a été fait. fait? Où est-ce qu'on veut aller? Alors, on en est où de l'album? On en est où des répètes? On en est où des concerts? Qu'est-ce qu'on a réellement fait? Euh, Est-ce qu'on veut à un vraiment continuer à moment, le faire aussi? à un moment, j'avais l'impression qu'on se voyait déjà pour répéter, mais on voulait faire des choses. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais on se donnait pas les moyens de le faire. Mhm. Et j'avais l'impression que le groupe prenait une direction que je ne voulais absolument pas. Je voulais pas que le groupe perde en qualité, parce que c'était très important pour moi. Je pense que c'était le cas pour eux aussi. Et à un moment, il y a un sale boulot, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui le fasse. Donc j'ai dû prendre la décision et leur exposer ça. Ça n'a pas été accepté par tout le monde. Je peux comprendre, mais à un moment, comme je disais, il faut être cartésien, faut regarder les choses en face et ça ne marchait plus. Et honnêtement, on aurait pu faire un deuxième album, mais je pense qu'il aurait mis énormément de temps à arriver. Ouais. Et on rajeunit pas. Et aussi, quand on compare avec les autres groupes où ça va beaucoup plus vite et ça se passe plus facilement, Ouais. il y a un moment où, je veux dire, on a beau être résilient Oui, et tout, on faut se être dit, objectif, hein. voilà, moi je voulais pas arriver à un moment où j'allais me dire, j'en ai marre d'eux, ça va pas dans mon sens, je peux plus les voir, je supporte pas ce qu'on est en train de faire. Je voulais pas arriver à ce niveau-là. Je dis pas qu'on y était, mais on en prenait le chemin Ouais. et moi, comme je l'aurais dit, je ne fais pas de la musique pour passer le temps. C'est très, très important pour moi pour mon équilibre personnel. C'est une façon de m'exprimer et je veux pas faire de choses que je vais pas. C'est pas une question d'assumer, mais quelque Par chose obligation. derrière. Et c'est surtout quand je me mets dans un projet, je veux le pousser à 100%. Je veux pas le faire juste parce que voilà. Ouais. Comment on gère Donc justement ça d'un groupe? Parce que là, effectivement, j'ai vu aussi passer l'annonce et puis voilà, certaines personnes qui avaient du mal un petit peu à digérer l'info. Ça casse des choses. On gère comment un petit peu tout ça? Puis c'est je des crois que toi relations aussi, tu as humaines. eu Donc Ouais. c'est. Je veux dire, c'est une relation, hein, c'est comme une relation de couple. Forcément, d'ailleurs, bon, c'était pas dans le cadre de Måneskin, mais pour un autre groupe que j'ai quitté, il y a une des membres qui m'avait dit, j'ai l'impression de m'être fait larguer. Et en fait, C'est non, ça, hein. c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, on tisse des liens, et on crée une relation. Mais c'est surtout quand c'est fini qu'il faut voir est-ce que la relation va tenir au-delà Après. de faire Mm. juste de la musique. Et ça s'entretient, c'est pas évident.
Mais c'est pas facile, hein, parce que on dit à quelqu'un, ben, on arrête de faire notre projet ensemble, et surtout quand c'est pas partagé, enfin l'idée n'est pas partagée, Ouais, c'est ça. c'est toujours très difficile. C'est peut-être plus facile Après, quand c'est le groupe qui prend la décision collégiale d'arrêter tous ensemble. Parce que voilà, oui, on sait bien bien qu'à sûr, à 4 ou 5, on se dit: «Bon, on arrête parce que ça fonctionne plus et ça passe peut-être mieux, on garde peut-être un lien». C'est vrai que par contre, comme tu dis, quand c'en est un qui doit prendre la décision pour les autres parce que ça avance pas, bon, bah, il y en a qui le prennent comme un soulagement parce qu'ils ont parfois l'hypocrisie de vouloir prendre l'initiative, puis d'autres qui mmh, comprennent pas, en fait. Et puis il y a aussi ce côté où, bah, un peu comme tu expliquais pour l'émission, arrive un moment quand un groupe est suivi par des gens, c'est plus non plus forcément notre groupe. Donc il y a des pros et oui, des anti. Et c'est mmh presque mh, plus ça au final qui crée, je pense, les conflits parfois entre les personnes parce que les gens veulent du drama, parce que certaines prennent parti, parce que, enfin, c'est presque plus ça parfois qui est compliqué, effectivement, plus à gérer que les relations entre bien les anciens sûr. musiciens. Bien sûr, après, pour en revenir à Måneskin, je veux dire, je vais être égoïste là-dessus, mais c'est moi qui ai créé le truc, c'est moi qui je pense que j'ai assez poussé ce projet. J'aurais aimé qu'il aille plus loin, mais je suis très fier de ce qu'on a accompli, et Mmh. j'en suis arrivé à un moment à me dire: «Ben, ça avance plus». Je suis fier de l'album qu'on a fait, je suis fier des dates qu'on a pu réaliser. Mais si ça devait commencer à devenir, bah, à un moment, je leur ai dit, «Je veux pas qu'on tombe dans la médiocrité». Bon, c'est un mot un peu fort, Ouais, mais bon. mais je voyais les choses comme ça. Je veux pas commencer à faire des concerts, bof, je veux pas, et je préfère qu'on s'arrête, sur une note, assez haute, avec, qu'on soit bien satisfait, plutôt que, ouais, effectivement, là, depuis quelque temps, les concerts, c'est un peu naze, Ouais, ouais, non, mais je veux c'est pas pas ça. arriver à ce genre de choses. Je fais pas de la musique pour me retrouver à souffler parce que je dois aller en répète. C'est pas le but. Le fameux: «Ah ouais, putain, il répète». Bah Tu, ouais, bah ouais. tu parles, enfin voilà, de concerts et de dates peut-être marquantes. Mmh. Ça fait quoi de se retrouver à jouer sur une scène du Hellfest? Bah écoute, c'est c'est génial. C'est les meilleures conditions que j'ai eues. J'ai eu la chance de le faire 2 fois, et sur des créneaux différents, donc la chance, c'est que ça a été, on va dire, on est monté plus haut sur l'affiche, donc conditions encore meilleures. Franchement, c'est génial, et le seul problème, c'est que tu te dis: «Je vais pas avoir ça souvent», Ouais, et après il y a tu un te goût dis, de et ça va être très difficile après de pas de garder la motivation, parce que tu fais pas ça juste pour, tu te dis pas que tu vas faire de la musique juste pour jouer devant des milliers de personnes. C'est sinon, quelque part, tu plus rien à dire, quoi. Non, enfin, à la fin, faut rester motivé, mais effectivement, jouer sur une telle affiche, déjà, tu le trac, hein, même si tu pas, mais avec le temps, on a moins le trac, hein, avant de monter sur scène, mais c'est vrai que le Hellfest, c'est une marée humaine, hein, tu vraiment, vois la marée humaine, tu vois, nous, on est batteurs, JP, quand tu donnes un coup de grosse caisse et tu sens que ça vibre partout sur la scène, et tu te dis: «Waouh, j'ai ce pouvoir». c'est surtout, en fait, quand tu te rends compte que la scène est tellement grande que les autres musiciens sont très loin, mais que tu les entends quand même et que tu dis: «Ah Ah ouais, un mais retour, en fait, ça ça sert, en ah fait». ouais, ouais, mais c'est une superbe expérience, et puis, enfin, c'était génial déjà à l'époque avec Corrosive Elements, mais avec, Conviction, enfin, il y a eu tellement de choses autour, je vais être un peu plus personnel là-dessus. J'ai eu l'annonce, en fait, ça s'est passé dans cet ordre. J'ai dû, rentrer au pays pour dire au revoir à ma maman qui est partie. Donc, j'y étais pour pouvoir, faire ses funérailles, tout ça. J'ai pu lui dire au revoir et tout, et en revenant, donc, je reviens à la maison, et en France, hein, et on reçoit une proposition pour Conviction pour remplacer un groupe sur un festival en Belgique.
Le week-end, donc je rentre le mercredi, c'est pour le samedi. On s'était pas vu depuis peut-être un mois, je sais pas. C'était Donc les lequel? gars me disent, pardon? C'était quel festival? C'était Haunting the Castle, c'est un Ah festival en Belgique. oui, Super festival dans un château, ça aussi. oui, 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 oui. Je vois lequel. Et une affiche hyper doom, donc tout était bien, mais moi Ouais. je leur ai dit, les gars, je suis désolé. En plus, c'était un week-end où on devait rester en famille et tout. J'avais besoin un peu peut-être de me calmer. Et puis bon, leur gars a dit non, mais on vous veut. Tu dis à Rachid, s'il veut venir en famille, il vient en famille. Nous, on veut que ça se fasse. Et donc, j'en ai discuté avec ma compagne, avec ma fille, et elles m'ont dit, bah, on vient, et puis on fait ça. Ça nous fait une virée en Belgique, c'est cool. Et puis, ok. Donc, on se prépare, les gars, bon, on fait cette liste, machin. On se rencarde, on se donne rendez-vous directement là-bas. Donc moi, je prends la caisse le samedi, donc samedi matin, avec la petite famille, le matos. Et sur l'autoroute, je vois des messages qui arrivent, des coups de fil, et je suis en train de conduire et je dis, je pense que c'est les copains qui me présentent des condoléances, des choses comme ça. Ouais. Donc je dis, je vais pas répondre et tout. Et bon, on s'arrête sur une aire d'autoroute. Et puis là, j'ai un message qui me dit, bon, My Dying Bride ne vient pas. Votre nom est ressorti plusieurs fois. Bon, vous avez 1 heure pour nous dire si vous venez ou pas pour jouer au Hellfest dans 10 jours. Donc, j'appelle les potes de Conviction qui étaient déjà en train de se retrouver pour partir. Donc, j'appelle, j'ai donc Fred au téléphone et je lui dis, bon, Fred, c'est pas une blague. Voilà, on nous propose de jouer au Hellfest. On a 1 heure pour répondre. Tu en parles aux autres. Attends, le Hellfest de Clisson? Oui, oui, c'est pas une blague. Dépêche-toi. Non, mais attends, c'est pas une blague, hein. Non, c'est pas une blague. Vas-y, frérot, il faut qu'on faut qu'on accélère là. Et donc, Ouais, il en parle direct. Les gars, on nous propose le Hellfest. C'est quel jour? Ouais, c'est pour remplacer My Dying Bride le samedi soir. Ah, t'es sûr? T'es sûr que c'est pas une erreur? Et j'aime bien, il dit ça à Olivier, donc le leader. Olivier qui dit What? Oui. Et après, il manquait donc Vincent, notre bassiste. Et en fait, on a dit il viendra, c'est bon. Donc j'appelle, on vient, c'est réglé, on arrive. Et après, il y a toute une dynamique qui se met en place. Ouais, on réalise que donc ce soir-là, ça sera la dernière fois qu'on va se voir avant le fest. On n'a pas répété pour ce concert. Donc ce concert, il va falloir le réussir pour être dans l'état d'esprit qu'il faut. Que tout de suite, il va falloir vérifier que tout notre matos fonctionne bien pour 10 jours tout après. fonctionne Ouais. bien. Qu'est-ce qui va nous manquer pour la scène? Donc nous, jusqu'à présent, on n'avait que des backdrops numériques, c'est-à-dire qu'on utilisait des rétroprojecteurs pour balancer le logo et des images pendant qu'on jouait. Là, on s'est dit, il n'y aura pas de rétroprojecteur, mais on va prendre un backdrop. Quelle taille pour le backdrop? Est-ce qu'on va le réutiliser? Enfin, tu rentres dans une spirale. Qui va faire notre son? Est-ce que nos jacks, ils ont la bonne taille et la bonne longueur? Bref, on rentre dans toute une préparation et par chance, ça s'est super bien passé. Et puis, sans parler de tout ce qui était hébergement et compagnie, parce que le festival propose un hébergement que la veille ou le lendemain de la prestation. Ils ne sont pas là pour nous recevoir Ouais. toute la durée du truc. Donc, il y avait tout ça à préparer en 10 jours.
ça a été reçu comment de la part du public? Il y a plein de monde qui est venu parce qu'ils connaissaient un peu le groupe. Déjà, il y avait pas mal de potes dans le public. Il y a beaucoup de monde qui était de passage et qui nous ont laissé des messages en disant bah, on était déçus de ne pas voir My Dying Bride. On est passé, on est resté jusqu'à la fin. Donc, nous, c'est ça la grosse victoire pour nous. Ouais. Voilà, on n'a pas eu, franchement, on n'a pas eu de message de personnes qui disaient qu'est-ce que vous avez foutu là, vous n'avez pas votre place ou quoi que ce soit. Non, franchement, ça a été bien reçu. On n'a pas eu non plus 10 000 personnes sous la tente. Hein. On a estimé que c'était d'entre 5 et 6 000 personnes, ce qui est déjà énorme pour nous. et que ça suffisait déjà à nous donner les chocottes. Ouais. mais en vrai, super expérience. Enfin, franchement, et il y a un truc aussi qui se passe derrière, c'est que inconsciemment, même la scène te voit autrement. On avait eu un peu ça avec Corrosive Elements à l'époque, c'est les gens qui nous demandaient et maintenant, ça va coûter combien pour vous avoir maintenant que vous avez fait le Hellfest? Est-ce que vous allez plus vouloir jouer sur des petites scènes et tout? Donc, il y a des choses aussi qui se passent. Le regard des autres change. Alors que bon, le groupe, soit il était déjà bien, ou soit c'était une supercherie, mais je pense pas qu'on soit des faussaires à ce niveau-là. Ça a soit une crédibilité quand même, parce que pour être contacté à J-10 pour remplacer Madame Bride, on sait qu'effectivement, voilà, les mecs du Hellfest, on sait qu'ils sont quand même. Alors après, on aime ou on n'aime pas les gens du Hellfest, ni de leur programmation, mais ce sont des gens qui savent quand même effectivement créer une affiche et que s'ils appellent tel ou tel groupe pour remplacer au dernier moment, c'est qu'ils ont conscience du potentiel du projet, quoi. Donc, nous, ça a été plusieurs facteurs qui sont mis en place au bon moment, c'est-à-dire qu'on venait de sortir l'album, commençait à faire des dates à l'étranger. Donc le nom circulait pas mal au niveau de la scène Doom déjà. Et puis il ne faut pas oublier que les membres du groupe ont tous une petite histoire au niveau de la scène métal au sens large. Donc ne serait-ce que Garmond Bosia qui fait pas mal de booking, il connaissait déjà le groupe. Donc on s'était déjà inscrit, on s'était déjà manifesté auprès d'eux en leur disant voilà, nous on est là, l'album est prêt, le set est déjà rodé, on a déjà un certain nombre de dates à notre actif, plus vous nous connaissez auprès d'autres formations, vous savez qu'on n'est pas des rigolos, enfin, on n'est pas là pour, pour être des petits cons, on vient, on a un certain âge aussi, on n'est pas là pour... enfin, on a affiché pas mal d'ambition en disant, voilà, le groupe est là. vous n'allez pas le regretter. Voilà, et puis bon, il s'est avéré que cette année-là, il y avait encore des histoires de Covid, des histoires de vaccination, donc il y a des groupes qui ne voyageaient plus. Ça a créé un gros bordel, ça a été un gros casse-tête pour le fest. Donc tout ça a joué en notre faveur. Et puis voilà, donc on a su être présent quand on nous a contactés, quoi. Voilà. Tu te rends compte qu'à quelques minutes près, si effectivement tu t'étais dit, bah non, je réponds qu'une fois arrivé en Belgique, vous auriez pu louper cette opportunité? C'est possible, écoute. Comment tu dois t'en vouloir et comment les membres de ton groupe doivent te détester, en fait, ça doit être atroce. Bon, ça va, il m'aime encore apparemment, donc ça va. De tous les groupes que tu as pu faire et que tu as toujours, il y a quand même des genres un petit peu différents. Corrosive Element était peut-être un petit peu plus sur le trash, death, Doom avec conviction. Enfin, comment on arrive comme ça? Enfin, tu parlais, JP, de schizophrénie musicale, mais comment on arrive déjà à avoir une patte peut-être un petit peu différente dans plusieurs groupes? Parce que mine de rien, il y en a quand même un petit paquet. Et comment on arrive à garder l'identité de chaque groupe et avoir une identité propre?
Est-ce que d'ailleurs, Ouais. est-ce que tu sais jouer de tous les genres, sous-genres de métal et est-ce que tu as fait autre chose que du métal d'ailleurs? Alors, oui, il y a plusieurs questions là. Ouais. Euh, je joue pas mal de styles de métal, mais j'ai des limites. Soit c'est des limites de niveau ou de technique. Par exemple, je ne vais pas aller jouer dans des groupes de brutal death qui va à 300 BPM, enfin, ou black metal qui va à 300 BPM également. J'ai des limites. Je sais où se situent mes limites. J'essaye des fois de les dépasser, mais bon, on rajeunit pas, donc on sait aussi s'avouer vaincu sur certaines choses. Après, l'autre partie, est-ce que je joue d'autres styles? Oui et non, c'est-à-dire que j'écoute pas mal de choses hors métal. Ça m'inspire au niveau de la batterie ou pas. J'ai essayé d'apprendre à jouer un peu plus dans des registres jazz ou musique latine ou même musique. J'ai appris pas mal de rythmes maghrébins parce que bon, à l'époque, quand j'ai commencé, on me disait ouais, mais t'es pas un vrai batteur, tu fais que taper, tu fais que du métal, du Ouais. bourrin. Les vrais Tu tapes, batteurs ici, ils savent faire ça, ça, ça. tu Donc, tapes fort et vite, ouais. qu'à un moment, bon, ouais, alors, il y a quand même des choses à apprendre. Ça prend certains feelings, certaines façons de compter qui me servent encore, hein. Mais j'ai surtout joué dans des groupes de métal. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Après, dans le métal, il y a tellement de sous-genres et j'ai tellement de goûts variés aussi. C'est pour ça aussi que c'est intéressant pour moi. Je jouais un jour avec Corrosive Elements, euh, très dynamique, un petit peu de technique, un peu de brutalité. Et après, jouer avec Conviction, où là, tu joues plus avec de l'émotion. Chaque coup est. Enfin, il faut bien doser les choses. Faut avoir il y a plus d'interprétation, plus de. Un état d'esprit à avoir. Quand on joue avec Conviction, on essaie un petit peu de rentrer dans une. Enfin, c'est un peu cliché ce que je vais dire, hein. Mais le groupe rentre dans une certaine ambiance, comme une transe, hein, mais Ouais. il y a vraiment une alchimie qui se passe avec les trois autres gars. On arrive et puis il y a un truc qui se passe. Généralement, chaque fois qu'on fait un concert, il y a un truc qui se passe et souvent les gens le ressentent. Ah, c'est à cause de la corde de pendu, ça porte le mauvais œil. Et, En termes et, et, juste. Oui, oui. vas-y, pardon. Et c'est ça que je voulais justement quand j'ai commencé à vouloir jouer du Doom, c'est ça que je cherchais. C'était cette, cet aspect un peu émotionnel Ouais. qu'au bout d'un moment, tu perds de vue quand tu fais que du métal extrême, qui est là pour Ju- d'autres choses. Justement, du côté émotionnel, je voulais faire un petit clin d'œil sur une des prestations que tu as fait là, en septembre donc 2023 au Mency avec Après moi le déluge, où là Oui. justement on est en plein justement entre et le doom et le côté très émotionnel. Mhm. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ta participation dans ce projet-là? Oui, bah écoute, déjà c'est le projet d'Olivier et de Karen. Donc Olivier c'est le leader de Conviction et Karen est chanteuse au sein de Octavus Lupus et Gonzilla, donc deux groupes euh, qui sont très très intéressants, chacun dans un style différent déjà. Et tous les deux ont une passion pour la musique de Fauré, compositeur français, hein, et ils ont eu l'idée folle d'adapter ça en ce qu'on appelle un peu le doom gothique, donc le doom façon fin années 90, avec Ouais. dualité de chant masculin-féminin. Et donc Olivier, qui est prof de musique, a relevé toutes les partitions, il a adapté ce qui devait être joué par un orchestre pour que ce soit joué par un groupe de métal à trois guitares. Et il y a un gros travail donc, qui a été fait par eux deux. Et ils ont produit l'équivalent d'un album. Et en fait, il y a eu l'opportunité de faire le Mency. Donc, ils ont choisi les musiciens qui jouaient avec eux déjà parce qu'il y avait une idée d'être
d'être en confiance, parce que Ouais. c'était un timing assez serré. C'est pas une musique facile, surtout si on n'a pas une formation classique. Donc ça a apporté quelques challenges pour l'équipe. Et on a vachement bossé cet été, enfin l'été dernier, pour pouvoir faire ça. Donc le groupe, c'est vraiment eux deux, hein, c'est un duo. Ouais. Et tout le monde qui a joué à Mency était des membres de session. Oui, il y a une équipe live, en fait, il y a le projet, vraiment Voilà. le duo, et après une équipe live. Parce qu'ils font aussi des prestations non métal, où ils jouent tous les deux, juste guitare, chant, deux chants et une guitare. Et c'est encore une autre atmosphère. Ouais. Et l'équipe live, ben, c'était la première fois, mais le courant est passé et donc on est invité donc à refaire ça dès qu'il y a des opportunités. Et je vais être amené à faire donc la session pour le studio pour faire l'album. Parce que voilà, quand même, apprendre tous ces morceaux pour les jouer qu'une fois, c'est un peu dommage. Hein. Ça arrive, cependant, en tant que session, ça arrive. Ça arrive, bien sûr, ça arrive, mais j'en ai chié pour les apprendre. Je me souviens, on en avait parlé au Mency, oui, tu m'avais dit c'était Oui. tellement En pas fait, c'est là que fourni, mais complet que. c'est Ouais. ça, et puis les arrangements sont super pointus et clairement, là, j'ai regretté de ne pas avoir vraiment appris à bien lire en partition. Déjà, j'aurais pu écrire et me faire des penses-bêtes sur scène au lieu de devoir tout apprendre par cœur et ne pas avoir droit à l'erreur. Mais super expérience parce que on n'est pas sur des choses typiques de rock ou de métal. Les choses ne se répètent pas de la même façon. On Non. est souvent avec des mesures un peu bizarres, enfin bizarres par rapport à du rock. Mais dans le classique, c'est une façon de compter normale, quoi. Il fallait s'adapter à ça. Et il fallait pas trop dénaturer les œuvres. Ça aussi, c'était un gros challenge. Tu mets pas des tabis doubles tout le temps. Il y a Bah, techniquement, si, tu peux. Ouais, mais bon, si tu as choisi de le faire en Doom, vas-y. Fais-moi des tapis de double à 40 à la noire et ne te fais pas chier surtout. C'est ça. Il faut savoir rendre les choses intéressantes en plus. Ça. Tu parlais de jouer avec émotion. Alors, moi, je suis à la base, je suis flûtiste, donc effectivement, quand on parle de mettre de l'émotion, enfin, ça me parle. En batterie, j'ai un petit peu plus de mal. Très bien. Explique-moi, parce que là, du Ok. coup, moi, je me dis qu'un coup reste un coup. Alors, est-ce que c'est un toucher? Est-ce que c'est Alors, on va jouer sur. Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé. Non. On va jouer donc sur la dynamique. Est-ce que ça va être fort ou pas très fort ou pas du tout fort ou être très faible? On va jouer sur dans le Doom. Ce qui est super, c'est que c'est lent. Et on va jouer, on va dire, on appelle ça jouer au fond du temps. C'est-à-dire que c'est limite un peu en retard. Et c'est là que c'est ce que je disais, ce qui se passe avec le groupe, c'est que il y a un rythme spécial qui se crée et on sent qu'il y a des accélérations et des ralentissements qu'on fait et que maintenant on arrive à faire de façon un peu télépathique, c'est-à-dire qu'on sait que ce moment il est tellement chargé que on va l'alourdir et en fait on sait que dans le texte ça parle d'un moment très difficile dans sa vie et il faut l'interpréter. On n'est pas juste là pour jouer, il faut qu'on donne de sa personne pendant qu'on joue. Et donc, effectivement, chaque coup, il faut le donner, excusez-moi, hein, avec conviction. mais surtout, on crée une ambiance, on crée une atmosphère. Et par exemple, si c'est un couplet qui est très mélancolique, où il y a une mélodie de guitare, ben, la batterie, il faut qu'elle s'efface un peu. On ne va pas venir bouffer de la place. Au contraire, on laisse la place aux guitares qui viennent tisser des mélodies. Le chant, s'il est chuchoté, je ne vais pas aller bourriner devant parce que ça ne sert à rien, c'est ridicule. Par contre, il y a des moments où
là, il y a une explosion, il y a la dynamique qui remonte, c'est une montée en puissance, et là, là, on met tout à 11 et on y va. Donc, c'est un peu Là, là-dessus qu'on travaille, quoi. tu étais en train d'expliquer effectivement ce truc-là, et je sais pas pourquoi, mais m'est revenu en tête le morceau Enchantment Time de Paradise Lost sur Dragon in Time, qui Ouais. explique complètement ça. C'est-à-dire que c'est vrai que tout le long du morceau, il y a des passages où la batterie était vachement plus à la cool, et ce final où il lâche Ouais, tous les c'est plans, ça, en c'est fait, ça, en 4 mesures, et c'est c'est ça. vrai que c'est C'est ça, avec des breaks à la fin. des trucs où on se dit, putain, il dit quoi? Mais c'est vrai que les batteurs ont ce rôle pas simple où effectivement, soit, comme tu disais, ils bourrinent à 300 BPM à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et c'est chiant. Parce que bah, ça fait ça en fait. Enfin, un morceau Bah, c'est bien, 2 morceaux, puis oh, bon, en fait, bah, pour la construction d'un morceau, tu as de la dynamique. Et si tu commences tout de suite au max, ah non, tu peux pas monter plus haut. c'est ça. Comment tu vas ramener de l'intérêt? Après, ça marche. Hein, je dis pas, hein, moi, j'adore le grindcore. Hein. Du Oui, mais grindcore lent, je pense pas que ça marche si bien que ça. Ça non, c'est peut, sûr. mais bon, c'est pas le but. Et c'est pareil dans le Doom. Il y a beaucoup d'intention, il y a beaucoup de. Puis c'est pas facile que tout le monde ait la même pulsation. Surtout, bon, Tu je fais joues pas plus par du. contre tu joues plus sur le visuel. Parce que comme tu peux espacer les coups, tu peux faire des Oui, grands coups. Enfin, t'as vraiment un côté plus théâtral dans ta gestuelle. ça fait partie des choses que tu peux développer. Mais d'abord, faut capter l'essence de la musique. Pour en revenir à Conviction, quand j'ai intégré le groupe, j'ai décidé de me mettre en retrait. C'est-à-dire la Ouais, batterie, elle n'est pas à être super chargée comme je peux le faire dans mes autres groupes. Et même dans Moonskin, c'était assez chargé quand même niveau batterie. ouais. Même si c'était dans un registre Doom. Mais c'était pas la même chose non plus. Là, je voyais qu'il y avait déjà une certaine identité au niveau des guitares, beaucoup de mélodies, au niveau du chant, beaucoup d'harmonie. D'ailleurs, il a fallu que je me mette à chanter aussi, ce qui était encore un autre challenge, comme si ça suffisait pas. Et en fait, après l'album, Olivier m'a dit, ouais, c'est cool, mais mets un peu plus de trucs. Je veux pas que tu sois frustré et t'es pas là Ouais, juste pour faire le rôle d'une boîte à rythme. Non, je veux que ça vive et tout. Et c'est pour ça aussi que Conviction ne joue pas au clic, par exemple. d'accord. Parce qu'on a besoin, si jamais à un moment on se regarde tous et on a envie d'accélérer, ben, on a cette option. Même Une dans un morceau qui n'a pas d'accélération à la base. C'est ça, si on est en train de jouer, que effectivement on sent qu'il y a accélération ou ralentissement aussi. Oui, Parce oui, oui. que, par exemple, il y a des morceaux que l'on joue plus lentement que sur l'album. Ah ouais, Parce que ça crée une ambiance encore plus posée, plus pesante. Surtout, ça dépend aussi de l'emplacement du morceau par rapport à la setlist. Si juste ouais, avant, il y a un morceau up-tempo et que tu veux recréer cette ambiance pesante, eh ben, on va le tu jouer un peu plus redescends. lentement, le morceau qui suit, et on assoit bien le spleen. On casse l'ambiance bien comme il faut. Tu parlais justement qu'il a fallu que tu te mettes au chant là pour Conviction. Donc voilà, on Mhm. l'a bien compris, hein, t'es passé par le côté organisation, un peu tout ce qui est backline aussi, musicien, podcasteur. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu te dirais, putain, celui-là, je vais me le tenter parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Genre, je sais pas, la littérature ou, je sais pas, ou le cinéma, voilà. Un domaine où tu te dis, je le sens bien là, j'ai envie de le tester. Allez, c'est maintenant. Ouais. Alors, non, je suis assez occupé comme ça. Des Du fois, non. macramé, je suis sûre. Comment? Le Du macramé, macramé, je suis sûre. tout en noir. Ça peut être chouette. Non, mais toi, par exemple, si tu avais Non, un truc qui s'arrêtait, tu vois, tu avais par exemple, ton activité de musicien qui, je sais pas, on se dit ça même dans 5 ou 10 ans, hein, comme tu disais, on prend de l'âge oui, aussi. bien Il y a des sûr. trucs, on prend des musiciens comme Nick Barker, par exemple, qui pendant un temps, on avait marre de tourner, qui était devenu Bien sûr. manager, tourneur. Est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu te Ah, dirais, ça, j'ai envie?
Alors, il y a des choses auxquelles je pense de temps en temps. Je me dis, j'aimerais bien coacher un peu des jeunes qui débutent, par exemple, juste pour commencer à faire de la musique, quoi. J'ai eu l'occasion de conseiller quelques jeunes et j'ai bien aimé cet aspect-là. Après, est-ce que je vais le faire ou pas? Bon, c'est pas à Mais l'ordre c'est du quelque chose jour. auquel tu as déjà pensé, quoi. Ouais, j'y pense. J'ai testé de faire une masterclass. Bon, C'était l'exercice chouette. m'a beaucoup plu. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Après, on se sent toujours un peu pas assez légitime parce que voilà, je suis pas prof, je sors pas j'ai fait que 6 mois de conservatoire dans un pays où c'est pas super développé, quoi. Donc bon, c'est pas ma vocation, mais j'ai vraiment aimé. Je pense que si j'en ai l'occasion, je vais recommencer. Écrire, non, j'ai testé, c'est bon, c'est C'est pas pas ton truc trop, encore. c'est pas mon truc. J'aimerais bien me remettre au dessin parce que avant de faire de la musique, quand j'étais Oui, gamin tu et faisais début du graphisme d'adolescence. pendant un temps, effectivement. Oui, oui, bah ça c'était une extension, hein, parce que je faisais du graphisme pour mes groupes à l'époque, parce que pas de sous pour engager des vrais graphistes et tout. Donc il y a pas mal de choses que tu dois apprendre à faire par toi-même. Et puis voilà, si c'est bien, si ça te plaît, ben, tu peux aussi le faire pour aider d'autres groupes Ouais. et pourquoi pas le faire de manière rémunérée. Mais il y a assez de gens super talentueux là-dessus. Et puis vouloir le faire et se dire bah, je vais pas faire payer cher les gens. Au début, tu penses que tu rends service, mais en fait, tu ne rends pas service aux vrais gens dont c'est le Tu tires une métier. balle dans le pied, effectivement. Ouais. Oui, et puis on parle beaucoup de l'AI qui vient bouffer le Mhm. travail des graphistes et tout. C'est pareil, si tu viens et que tu brades tout et qu'en plus t'es pas non plus du même niveau, tu C'est pas piques un peu loyal. ouais, c'est pas super, quoi. Enfin, c'est des réflexions que j'ai fini par avoir avec le temps, hein. Ouais. Je- Mais ouais, Tu parlais, bah écoute, faire d'autres choses. Pardon? tu parlais de coacher, c'est coacher ou bien c'est donner des cours? Non, coacher, c'est-à-dire donner des conseils de comment organiser un groupe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, pour éviter de perdre du temps sur des conneries ou développer des mauvaises habitudes ou détruire la relation qu'il y a dans un groupe, qu'il faut éviter de faire. Pas comme j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, hein. Mais si cette expérience peut servir à quelqu'un, ça peut être pas mal aussi. C'est sûr. Memento mori, ça veut dire souviens-toi que tu es mortel. Donc en Oui. sous-titrage, c'est profite du moment présent. Si tu avais un conseil façon Memento mori à donner aux gens qui nous écoutent ou pas, ce serait lequel? Eh bien, eh ben, ne perdez pas de temps à vous poser des questions sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et surtout, rappelez-vous qu'on ne vit qu'une fois, donc il ne faut pas avoir de regrets. Pour ne pas avoir de regrets, il faut savoir saisir certaines opportunités et ne pas regretter plus tard de ne pas avoir fait ça. C'est pour ça que souvent, je joue dans plusieurs groupes, parce que je me dis, j'ai envie de jouer dans ce groupe, je pense apporter quelque chose à ce groupe, et j'ai eu des occasions ratées. Pour plusieurs raisons, parce que j'avais pas le temps, parce que je pensais pas avoir le niveau, parce que j'avais pas les bonnes raisons. Et j'ai plus envie de me réveiller un jour et en me disant c'est quand même super et j'aurais pu être à Et la place de si? ce gars-là que je suis en Et train de si, voir en ouais. concert et j'aurais pu être là, quoi. Mais voilà. 2024, donc là, on a déjà bien entamé l'année 2024. Bon, en tant que nous, pour les batteurs, on a eu notre bonne nouvelle de 2024 avec le retour de Marc Portnoy. Ça, on avait déjà Yes. discuté. Mais d'un point de vue plus général, cette année 2024, tu la sens comment, toi? Pas mal de changements dans nos vies. On le voit arriver tout doucement, hein. Il y a plein de choses qui changent.
un constat aussi que, surtout par rapport à notre musique métal, la moyenne d'âge commence à être vieillissante, hein, on ne va pas se leurrer. J'aimerais bien qu'il y ait un sursaut qu'on ait du renouveau. Alors je dis ça, mais j'écoute très peu de nouveaux styles de métal et très peu de nouveaux groupes. C'est rare c'est peut-être pour ça aussi que j'espère qu'il va y avoir un truc qui va se passer. Les tendances tout numérique et tout, ça fait peur. Parce que où est l'humanité là-dedans? Où est l'échange? Où est la créativité passe à la trappe? Je sais Ça pas. correspond un peu, je pense aussi, avec de toute façon le climat un peu mondial aussi, enfin, le truc Oui. Puis, uniformisé et plutôt plat et voilà. on le voit aussi dans les relations humaines. Tout le monde est sur la défensive ou est agressif. Si tu penses pas comme moi, tu es mon ennemi. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure. Il y a pas de. Si t'es mon pote, pourquoi tu penses pas comme moi? Enfin voilà. C'est ça. Et je trouve que notre scène se déchire beaucoup pour des conneries. Genre Symbolic, c'est un album parfait. Private Ouais, Joke. bah, voilà, tu vois. Si je pense pas Ouais. comme toi, Bah t'es Bob. enfin, Voilà. tu Tipeee et t'appelles Bob. Bob. Mais je suis quand même assez confiant pour. Cette Je année. pense qu'on va encore vivre des choses sympas au niveau de notre scène métal, de la musique et tout. Je pense pas que tout s'arrête d'un coup et que je veux pas être non plus pessimiste. Juste, il faut qu'on garde les yeux ouverts, qu'on ne sombre pas dans des travers, que ce soit irrécupérable, quoi. Et puis, bon, Kerry King est revenu, mais c'est de la daube. Alors, j'ai pas encore écouté parce qu'on s'est prévu avec Memento Mori de faire une vidéo réact dessus. Mhm. Entre deux, je suis tombé sur le clip de B-Nighted, donc j'ai préféré faire B-Nighted avant Kerry King. Le peu que j'ai entendu, je me suis dit, tiens, c'est Slayer. Ça a l'air d'être un peu le constat qu'on Ouais. a. Voilà. Donc, je vais le faire hein, parce que c'est prévu. Il faut qu'on le fasse avec l'équipe, justement. Tu me Ça va diras être ce que cool. tu penses de Bostaf là-dessus. Ah, moi, ça fait 10 ans que j'ai un avis assez tranché sur Bostaf, malheureusement. Donc, Je suis un peu d'accord avec toi, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé là. ouais. Bon, Et bah voilà. justement, si tu te rappelles comment il jouait ces 10 dernières années, tu vas me dire ce que tu penses de l'enregistrement de Kerry King. Ça s'appelle Superior Drummer, Bostaf, non? C'est pas ça? Je sais pas. J'espère qu'il a récupéré son putain de niveau de l'époque, mais Non, mais bah voilà, écoute, quand on va faire la vidéo React, j'essaierai d'y penser, on ouais. regarderait ça et voilà, on te calera une petite. Après le line-up qu'il a, il est excellent, donc j'espère que les autres titres de l'album vont Oui, mais me alors faire s'il changer d'avis. enregistre l'album comme il dit qu'il a fait tout dans Slayer, au final, est-ce que ça sert à grand chose d'avoir un line-up Ouais, pareil, quoi? Bon, ouais, c'est vrai. bon, Kerry King a l'air d'être quand même le musicien parfait qui sait tout faire, quoi. Ouais. On verra bien. Ouais. Un dernier mot, Migou, une question, un truc comme ça? Non, moi j'avais fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais un petit peu à demander. Je pense qu'une des dernières questions, tu l'as posée un petit peu avant moi, c'est quelle évolution par la suite? Quelle sera la prochaine étape? Est-ce qu'il y a une prochaine étape d'ailleurs là, maintenant, tout de suite? Par rapport à Que ce soit dans un mon groupe, que ce actualité. soit, enfin, tu vois, tu joues, tu as des podcasts, enfin, voilà. Et quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y en a une qui est déjà programmée ou Non, non? Pour l'instant, pas spécialement. Disons que ça suit son cours. Je vais parler de. Il y a l'album de Corrosive Elements qui devrait sortir cette année, hein. Le groupe va chercher un label pour le sortir. Okay. S'il n'y a pas de label, on le fera nous-mêmes, hein. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il sorte cette année.
Conviction doit enregistrer 1 voire 2 albums, hein, donc wait and see. Je viens d'intégrer Eviction, il y a un album en préparation aussi, donc il y a du boulot. Swamp Terror aussi, du coup, qui va sortir quelque chose, ou vous allez un peu prendre une pause le temps de trouver un remplaçant à Romuald? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup, on a glandé, hein, on va pas se mentir. Romuald a décidé de passer à autre chose et je comprends tout à fait sa décision. On en a parlé avec Brice parce qu'au final, maintenant, on n'est que 2 dedans. Et on s'est dit, dès que le Corrosive est sur les rails, on va passe. reprendre. Donc, on a un bassiste qui a envie d'intégrer le projet. Donc, c'est très, très récent. Mais pas de guitariste pour nous accompagner. Donc, le sujet, c'est que on vient de sortir de la composition de Corrosive Elements. Moi, je ne suis pas un assez bon compositeur pour me relancer derrière tout de suite. Il me faut un peu de temps pour de l'inspiration. Donc, il va falloir trouver un partenaire pour ça. Mais bon, on a envie de faire un album, hein, donner suite à ce premier EP qu'on a bien kiffé. Hein. Oui, qui avait eu des bons retours en plus. Hein. Donc, oui, c'était frais pour nous à l'époque, surtout en plein Covid et tout. On a pu finaliser. Mais j'avais enregistré avant le Covid et tout le reste a été fait entre les confinements. Purée, quand on repense à ça. Ouais, ça fait loin, mine de rien. Hein. Ouais, ça fait loin, mais c'est pas si loin que ça et il faudrait pas qu'on y retourne, quoi. Ton album de 2023, puis après on va te laisser tranquille. S'il y avait un album en 2023 qui est sorti et qui a été ton chouchou? C'est l'album de Host, le side project des Paradise Lost, qui n'est pas metal, qui est electro-goth, cold wave. Ouais. Je l'ai énormément écouté cet album. C'était très frais pour moi et je suis content parce que je retrouve en plus l'identité de Paradise Lost et je l'ai vraiment beaucoup écouté. Ok. Et de tous tes groupes à toi, est-ce que tu as un groupe chouchou ou est-ce que finalement les groupes c'est un peu comme nos enfants, on ne peut pas dire il y en a un qu'on aime plus qu'un autre? Alors oui et non. Là, c'est un sujet épineux là. En vrai, tous mes groupes sont importants pour moi. Mais Corrosive Elements, c'est le premier groupe que j'ai fondé ici en France et que j'ai maintenu avec l'équipe depuis 2005. Donc c'est une grosse aventure humaine. Certains sont là depuis le début. Donc, puis, l'année prochaine, grosse chouille alors. il va falloir qu'on fasse quelque chose hein, parce qu'on n'est pas un groupe très prolifique. Mais c'est ce que je dis souvent. C'est une image, hein, mais les gars de Corrosive Elements, avec eux, je pars à la guerre sans problème. Puis c'est la guerre. Enfin, moi, je vous ai vu un paquet de fois en concert. Enfin voilà, on sait comment ça commence, on sait pas comment ça va se finir. Donc, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on est là, on est vraiment solidaires, on se couvre les uns les autres. C'est plutôt dans cet esprit-là. C'est une belle équipe. Et ouais, puis il y a vraiment une super camaraderie. Même chose dans Conviction, super aventure humaine, on est hyper soudés. On se parle tous les jours pour tout et n'importe quoi. Parce qu'on est éparpillé géographiquement, donc c'est notre moyen de garder cette cohésion, ce lien. Et comme je disais, il se passe toujours un truc sur scène aussi dans un autre style et c'est important aussi. Et les autres groupes, si je joue avec eux, c'est que la musique me plaît et les personnes, il faut aussi qu'il y ait des atomes crochus, sinon c'est compliqué. Donc tu nous l'as fait à la Jacques Martin, tout le monde a 10. Tipeee Martin. Je vais faire de la politique, c'est ça le scoop. Je vais faire de la politique. On savait que tu voulais faire d'autres choses derrière. On le savait. C'est ça. Un homme. C'est pas exclu. C'est pas exclu non plus qu'on me voit sur un projet audiovisuel. Je vais pas trop en parler, mais on va lancer de la promo là-dessus bientôt. C'est un projet
auquel j'ai participé, qui me tient énormément à cœur et qui concerne la scène, en partie la scène algérienne à mon époque. Cool. Donc, stay tuned, comme ils disent les anglo-saxons. Eh ben, ce sera avec plaisir, en tout cas. Ouais, bah, j'hésiterai pas. De toute façon, je vais faire chier tout le monde quand ce sera prêt. Tu feras le arrobas followers. C'est ça. Le fameux truc qui agace tout le monde en ce moment. Celui qui a inventé ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce super moment. Hein. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, hein, que ça n'a pas. Non, mais c'est pas grave, on va se démarrer. Dévié. Si ça se trouve, de toute façon, il va encore planter cette interview-là. On recommencera. Hein. On recommence là. Bah, Une troisième personne. Merci à toi. Merci à toi en tout cas beaucoup. pour ta disponibilité. Avec grand plaisir. Cher, alors moi je sais pas ce que tu en penses toi, Maïté, mais j'aime bien appeler les gens qui nous regardent les M&M's. Oui. Les Memento Maurice. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc je pense qu'on va, nous allons appeler maintenant les personnes qui nous suivent les M&M's. C'est appétissant, voilà. Puis il y en a qui ont des cacahuètes. Bref. C'est pas moi. Fallait pas l'inviter, lui. Fallait pas l'inviter. Il ramène toujours tout à la bouffe. Chers M&M's, en tout cas, merci d'avoir suivi cette interview. Vous pourrez retrouver effectivement donc Tipeee aussi bien sur sa page YouTube avec Tipeee and Friends, aussi bien avec tous ces groupes qui vont arriver là cette année avec pas mal d'activités. Donc Corrosive Element, Conviction, Eviction aussi. Que des trucs en Sion en fait. Hein. C'est voilà. Ça, c'est pour être sûr de se planter. Voilà, exactement. Merci à vous, soutenez vos groupes, n'hésitez pas à venir liker les pages, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi. Et puis pour le reste, on se retrouve à très très bientôt. Salut! Ciao!